Cet après-midi, 105 ans après sa naissance, oui, ça fait beaucoup de bougies sur le gâteau, je vous raconte un archéologue qui a poursuivi coûte que coûte ses recherches dans la vallée des rois en Égypte, persuadé d'y trouver de nouveaux trésors enfouis. Ça a coûté à son mécène, mais ça valait le coup. Ou la véritable histoire de Howard Carter, le découvreur du tombeau de Toutankhamon. Quels indices ont mis Howard Carter sur la piste du tombeau de Toutankhamon ? Que sont devenus les 5398 objets qui étaient répertoriés ? Quelles étaient les règles en matière de partage des fouilles en 1922 ? Europe 1, 15h-16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes le 4 novembre 1922. Il fait chaud dans le désert égyptien. Pourtant, dans la vallée des rois, des hommes s'activent. Howard Carter, qui dirige une équipe de fouilles sur place, est persuadé que le site archéologique n'a pas livré tous ses secrets. Pour lui, la nécropole des pharaons de l'Égypte ancienne abrite encore la tombe d'un obscur souverain ayant régné 1300 ans avant notre ère, un certain Toutankhamon, dont il est l'un des rares à connaître l'existence. Mais il fait face à un problème. Son mécène, Lord Carnarvon, en a ras la casquette d'envoyer son argent par les fenêtres. Cela fait bientôt 15 ans qu'il finance l'égyptologue. Des milliers de mètres cubes de terre ont été retournés en vain. L'aristocrate britannique s'apprêtait même à renoncer, mais face à l'insistance de son acolyte, il a accepté de lui accorder une dernière chance, une ultime saison de fouilles. Ce jour-là, alors qu'on creuse un endroit inexploré en contrebas de la tombe de Ramsès VI, la chance va enfin sourire aux Britanniques. Et cela, grâce à un jeune Égyptien qui habite à un village voisin. L'une des versions de l'histoire veut en effet qu'un jeune porteur d'eau de 12 ans, Hussein Abdel Rassoul, en plantant sa jarre dans le sol, soit tombé sur une marche en pierre qui n'est autre que l'amorce d'un escalier. Howard Carter se précipite vers cette découverte sans savoir qu'elle vient de faire basculer son destin. Dans la foulée, ces hommes dégagent en effet un escalier de 16 marches qui s'enfonce 4 mètres sous terre, un escalier qui mène à une porte marquée de sceaux de la nécropole royale. A-t-il devant lui ce qu'il a espéré toute sa vie ? Une tombe intacte ? Prenant son mal en patience, Howard Carter se retient d'abattre la porte car il lui faut d'abord prévenir son mécène. Au chaud dans son château de Highclere, dans le Hampshire, Lord Carnarvon reçoit ce télégramme. Est faite une découverte extraordinaire dans la vallée. Magnifique tombeau dont les sceaux sont intacts, est refermé et remis en état jusqu'à votre arrivée. Félicitations. Après de longs jours de traversée, le 23 novembre, Lord Carnarvon arrive sur place avec sa fille, Lady Evelyn. Le 26 novembre, Howard Carter et son équipe dégagent enfin l'entrée du tombeau. L'excitation monte à mesure que l'on déblaye. Les sceaux intacts sont déchiffrés. Il s'agit bien du tombeau de Toutankhamon. Après avoir déblayé une longue galerie inclinée, une seconde porte apparaît. Carter y perce une petite ouverture et approche une bougie. Son mécène trépigne et lui demande « Vous y voyez quelque chose ?» « Oui, répond Carter, des merveilles. » Mais l'égyptologue n'a encore rien vu. Mais revenons à Londres le 9 mai 1874. Dans le quartier de Kensington, des hurlements retentissent. Une découverte fortuite ? Non, cela fait 9 mois que Martha Joyce Carter sait où est son trésor. C'est elle qui le porte. Ce jour-là, elle donne naissance à son 11e enfant, un garçon encore. Elle a déjà 9 fils pour une fille. Dernier né de la modeste famille Carter, le petit Howard semble promis à un destin plutôt banal. Ses 2 parents sont artistes. Suivra-t-il leurs traces ? Pour l'heure, il n'a encore rien d'un aventurier. S'il en a l'âme, mais on ne peut l'affirmer, il n'en a en tout cas pas le corps. Souvent malade, il sort peu et reçoit ses cours à domicile dans la maison familiale de Swaffham, dans le comté de Norfolk. C'est là qu'il passe la plus grande partie de son enfance. Heureusement que son père l'emmène avec lui lors de ses séances de peinture. Cela lui permet de voir du pays, du paysage surtout. Samuel John Carter est un peintre animalier et paysagiste assez reconnu. Il travaille pour l'Illustrated London News et expose à la Royal Academy de Londres. Howard hérite de ses talents et manie le crayon avec style et passion. Mais ce qui l'anime est ailleurs.
La première révélation a lieu dans la maison de campagne du baron Amherst, où se déroule un jour une séance de peinture. L'aristocrate chez qui l'on officie dispose de la plus grande collection d'antiquités égyptiennes d'Angleterre. Quand il pose les yeux dessus, Howard Carter est émerveillé. Les objets qu'il a en face de lui datent de plus de 3000 ans. Autant dire que l'adolescent n'a jamais rien vu d'aussi fascinant. Plus tard, le baron Amherst le présente à son gendre, un certain Percy Newberry. Pour la première fois à 17 ans, Howard rencontre un véritable égyptologue. Membre de la Société d'exploration de l'Égypte, l'homme voudrait l'engager pour recopier, à l'aquarelle s'il vous plaît, les fresques des tombes de Beni Hassan et lui propose de partir avec lui. La réponse de son jeune interlocuteur ne se fait pas attendre. En octobre 1891, c'est le grand départ. À la gare de Victoria, Howard Carter s'envole pour l'Orient. Oui, s'envole, bien qu'il prenne le train, car à l'époque, aller en Égypte, c'est vivre un rêve éveillé. De tout temps, l'Égypte est connue à travers le monde comme étant la terre des momies. Les Grecs, Hérodote en tête, ont raconté les techniques d'embaumement visant à repousser la mort. Certains exemplaires sont ramenés en Europe pour orner les cabinets de curiosité au XVIIe siècle. À la fin du siècle suivant, l'Égypte est au cœur des récits de voyages envoûtants, comme ceux de Volney. Les ouvrages de Volney influencent Talleyrand, le ministre des Relations extérieures sous le Directoire. Talleyrand incite Bonaparte à se lancer dans la campagne d'Égypte, et ce sera chose faite en 1798. En 1799, les troupes françaises mettent au jour fortuitement la pierre de Rosette. Inscrite en 2 écritures égyptiennes, dont les hiéroglyphes, et en grec, elle sera déchiffrée en 1822 par Jean-François Champollion et permettra aux Européens de mieux comprendre l'Égypte ancienne. L'écrivain Dominique Vivant-Denon, ayant pris part à l'expédition, rédige un voyage dans la Basse et la Haute-Égypte. Publié en 2 volumes en 1802, l'ouvrage connaît près de 40 rééditions au cours du XIXe siècle. C'est une véritable égyptomanie qui s'empare de l'Occident et les trouvailles archéologiques vont l'alimenter plus que jamais, en particulier la découverte des momies royales. En 1881, on exhume la cachette de Der el-Bahari à Thèbes-Ouest, dans laquelle sont conservées les dépouilles de pas moins de 40 pharaons et personnages des familles royales du Nouvel Empire. C'est justement ici, à Der el-Bahari, que Howard Carter continue ses fouilles en Égypte après avoir travaillé avec l'égyptologue Percy Newberry. Il reproduit sur papier les bas-reliefs du temple funéraire érigé par la reine pharaon Hatshepsut et met au jour des artefacts exceptionnels comme une statue blanche du pharaon Mutuhotep II. Un jour de 1900, Howard Carter reçoit un télégramme de Gaston Maspero, le directeur du service des antiquités égyptiennes. Le voilà nommé inspecteur en chef. Dès 1902, pour le compte du mécène Theodore Davis, il retourne le sol de la vallée des rois. « Enfin, je trouvais ma place dans le monde », écrira Carter. « Ce pays est la grande rencontre de ma vie. Tout se déroule à merveille, au milieu de celles qu'on exhume, jusqu'à ce qu'un incident vienne perturber le cours des choses. » En effet, nous sommes le 8 janvier 1905 à la nécropole de Saqqara, dans la région de Memphis, et les touristes français sont mécontents. Ils se plaignent de ne rien voir à cause du manque de lumière et exigent d'être remboursés. Mais Howard Carter intervient. Il a un caractère bien trempé et ne compte pas courber les chines devant ces touristes râleurs et visiblement ivres. Au contraire, il demande à ses hommes de les repousser par la force. Grave erreur. Ordonner à des Égyptiens de lever la main sur des Européens, Gaston Maspero craint que l'accident ne cristallise les tensions existantes entre la France et l'Angleterre. Il demande à Howard Carter de s'excuser, mais à sa place, il reçoit bientôt une lettre lui annonçant son départ. Le directeur du service des antiquités égyptiennes est désolé de voir Howard Carter démissionner. « Avec votre départ, lui écrit-il, je suis conscient, hélas, de perdre un élément des plus doués de mes services, car vous avez cette qualité rare. Vous aimez profondément l'Égypte, vous respectez ses habitants, vous êtes un dessinateur talentueux, un ingénieur intelligent, et vous êtes attentif aux monuments que vous fouillez. Vous voilà donc devenu un véritable égyptologue. » Avec ces derniers mots, il touche Howard Carter en plein cœur. Enfin, il lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière, et effectivement, le meilleur reste à venir.
Pour l'heure, à 31 ans, Howard Carter se retrouve au chômage. Il gagne sa vie en vendant quelques aquarelles aux touristes européens. Un jour, il reçoit une invitation d'un certain George Edward Stanhope Moline Herbert, connu sous le nom de Lord Carnarvon. C'est un aristocrate britannique passionné par l'Égypte. Il s'est lancé en amateur et sans succès dans une campagne de fouilles. Cela fait 2 ans qu'il retourne la terre de la vallée des rois pour rien. Alors, pour avancer, il lui faut un homme de terrain. Au printemps 1909, dans son domaine de Highclere, Carnarvon reçoit Howard Carter. C'est Gaston Maspero qui lui a parlé de cet égyptologue autodidacte et très compétent. Les 2 hommes, qui partagent la même passion, se mettent vite d'accord. Grâce à Lord Carnarvon, Carter reprend les fouilles dans la région de Thèbes. À partir de 1912, il travaille dans le delta du Nil. Cette année-là, Theodore Davis, le mécène pour lequel il œuvrait quelques années auparavant, fait une déclaration qui le pique au vif. Il n'y a plus rien dans la vallée des rois. Plus rien ? N'importe quoi. Carter, lui, est persuadé que le tombeau d'un obscur pharaon, Toutankhamon, n'a pas encore été trouvé. Des objets en son nom ayant été mis au jour dans la région, cela signifie sûrement que son hypogée est caché quelque part sous les sables de la nécropole. Il veut en avoir le cœur net. Mais c'est vrai que les années passent et que le secret reste bien gardé. Les fouilles s'avèrent infructueuses. En juillet 1922, à Highclere, Lord Carnarvon reçoit une nouvelle fois Howard Carter. L'entretien est bien différent du premier. 13 ans, 13 longues années se sont écoulées et l'espoir est retombé. L'ambition et la motivation ne sont plus des moteurs suffisants. Le mécène veut arrêter les fouilles dans la vallée des rois. Arrêter les frais surtout. Il dépense des sommes faramineuses pour presque rien. Mais Howard Carter n'est pas de cet avis. Il argumente, insiste et fait montre d'une passion toujours aussi vivace. La grande nécropole royale n'a pas livré tous ses secrets, il en est certain. Il dit à Lord Carnarvon qu'un lieu n'a pas été fouillé car cela aurait gêné les touristes venus visiter la tombe du pharaon Ramsès VI. C'est peut-être le lieu où se trouve le tombeau tant espéré. Face à tant de détermination, son interlocuteur lui concède une ultime saison de fouilles. Et la persévérance finit toujours par payer. La dernière chance est la bonne. Le 4 novembre 1922, comme je vous le racontais au début de mon récit, Howard Carter et son équipe mettent au jour un escalier, 16 marches menant vers le tombeau du pharaon Toutankhamon. Il prévient son mécène qui arrive sur place quelques semaines plus tard. Leur rêve est en train de se concrétiser. Commence alors la plus extraordinaire aventure archéologique. Elle va durer 10 ans et passionner le monde entier. Toutes les informations se sont déroulées sont publiées dans le Times, journal avec lequel Lord Carnarvon négocie un contrat d'exclusivité. La presse internationale est furieuse d'être tenue à l'écart, la presse égyptienne encore plus, du fait que la découverte sur son sol d'un trésor soit aux mains exclusives d'étrangers. Les touristes affluent par milliers. Certains notables et têtes couronnées demandent un permis de visite et gênent les fouilles. Les conditions de travail des archéologues sont ralenties et Carter souvent s'emporte. Car n'allez pas croire que le tombeau de Toutankhamon n'abrite que son cercueil. Non, c'est un trésor faramineux qui se cache à l'intérieur. Dans les 4 pièces du tombeau, l'antichambre, l'annexe, la chambre du trésor et la chambre funéraire, les archéologues mettent au jour plus de 5000 pièces de toutes sortes. Sarcophages, cercueils, lits, chapelles, boîtes, vases, vêtements, armes, outils, couronnes, bijoux. Des objets du quotidien aux viscères momifiés du pharaon. Tout cela dans une multitude de matériaux de grande valeur, depuis les bois précieux, l'or et l'argent, toutes les variétés de pierres semi-précieuses, des matériaux uniques, tels le fer météoritique d'un des poignards. Le 12 janvier 1924, on doit enfin ouvrir le sarcophage du pharaon. Les équipes présentes sur place retiennent leur souffle. Entre-temps, Lord Carnarvon a rendu lui son dernier souffle, victime d'une piqûre de moustique infectée. Son épouse, Lady Carnarvon, poursuit son œuvre en finançant les fouilles. Mais quand le gouvernement égyptien interdit l'accès de la tombe aux femmes, Howard Carter réagit. Il ne peut laisser passer cette interdiction. Question de principe. Alors que le sarcophage était sur le point d'être ouvert, l'égyptologue fait fermer l'accès à la tombe. Plus encore que les journalistes et les touristes envahissants, ce sont les tensions avec les autorités égyptiennes
qui ralentissent le travail d'Howard Carter dans le tombeau de Toutankhamon. Il faut attendre 1 an, le 25 janvier 1925, pour que les choses rentrent dans l'ordre et que Lady Carnarvon, la veuve du mécène, récupère la concession des lieux. En revanche, les objets découverts appartiendront à l'Égypte. Le 24 octobre 1925, soit 3 ans après la découverte, les chercheurs ouvrent enfin le sarcophage de Toutankhamon. Cette fois, c'est la bonne. 3 cercueils encastrés façon poupée russe sont sortis du sarcophage. Le dernier est en or massif. Dans son journal, Howard Carter raconte « Nous avons ensuite ouvert le second cercueil et sommes tombés sur un 3e. Je ne peux que tenter de retranscrire notre émerveillement lorsque nous vîmes qu'il était entièrement d'or massif. Cela expliquait le poids de l'ensemble. Plus tard, on découvrira sur la balance que le cercueil en or massif pèse pas moins de 110 kilos. À l'intérieur gît le jeune roi recouvert de son célèbre masque d'or incrusté. Le masque mortuaire collé au visage du pharaon ne peut être détaché. La tête de Toutankhamon va devoir être coupée pour pouvoir ôter le masque avant d'être remise en place. Il faut 4 jours entiers, du 11 au 15 novembre 1925, pour examiner la momie. Plus de 140 objets, des bijoux, des diadèmes, des bagues, des amulettes de protection sont disséminés sur tout le corps. Bon, mais la question que l'on se pose devant un tel faste est la suivante. Qui est ce pharaon ? Avant qu'il ne découvre sa tombe, Toutankhamon était un pharaon mineur. Mais Carter n'a pas seulement découvert le tombeau de Toutankhamon, il a découvert Toutankhamon. Depuis 1922, les chercheurs se sont penchés sur son identité encore entourée de nombreux mystères. Paradoxe de l'histoire, Toutankhamon est le plus célèbre pharaon de l'Égypte ancienne. Pourtant, on ne sait pas grand-chose à son sujet. Les égyptologues ont émis 1000 hypothèses, mais l'on sait qu'il est le dernier représentant d'une famille qui gouverne l'Égypte depuis des siècles. La 18e dynastie, celle qui a fondé le Nouvel Empire. Son royaume, celui du Nouvel Empire donc, s'étend du Soudan actuel depuis une région située à 200 km au nord de Khartoum jusqu'à la Coëlé-Syrie, territoire allant de Damas à la Méditerranée. Vers 1333 avant Jésus-Christ, il n'a pas encore 10 ans, peut-être 8, quand il devient pharaon. À qui succède-t-il ? Difficile à dire. Sa sœur aînée aurait régné pendant une courte période avant lui. Son nom de naissance est Toutankhamon, ce qui signifie l'image vivante, c'est Aton. Son père, Akhenaton, a introduit le culte unique du dieu Aton. Lui rétablit tous les cultes, ceux d'Amon, de Mout, de Khonsu. Raison pour laquelle il change son nom de naissance en Toutankhamon pour réconcilier les différentes divinités. Il rouvre les temples fermés et restaure les cultes, cérémonies et processions. L'ensemble des noms qui constituent sa titulature, celui qui satisfait tous les dieux ou celui qui apaise l'Égypte, exprime sa volonté de concorde. Vient-elle de lui ou bien des autres ? Difficile à dire, car impossible pour l'historien de cerner sa personnalité. Un enfant si jeune pourrait être le jouet de ses ministres, mais pas forcément. Grâce à la science et à l'analyse de sa momie, on sait que Toutankhamon avait une santé déplorable. Maladie génétique, fente palatine, nécrose osseuse et paludisme. Il a échappé à la peste et succombe finalement des suites d'une fracture osseuse avant l'âge de 20 ans. Son règne aura duré une décennie. Il est celui d'un retour à la norme et d'une réorganisation du pays. À sa mort, il n'a pas d'enfant pour lui succéder. Pas viable en tout cas, car Howard Carter a retrouvé dans sa tombe les momies de 2 filles mort-nées qu'il a eues avec sa sœur et grande épouse royale, Ankhesenpa-Aton ou Ankhesenpa-Amon, histoire de faire simple. Après lui, c'est le grand vizir Haï qui prend le pouvoir en Égypte, mais l'homme est âgé et ne tarde pas à mourir. En 1323 avant Jésus-Christ, le général en chef des armées monte sur le trône. Au cours de son règne, ce dénommé Horemheb efface toutes les traces des règnes précédents d'Amon et détruit même celui d'Aton. Il voue une haine à l'un de ses prédécesseurs, Feu Akhenaton, dont le règne a laissé un souvenir tellement horrible qu'on ne cite plus jamais son nom. On le surnomme l'ennemi ou le destructeur de Thèbes. La punition est à la hauteur de la détestation. Son image et son nom sont effacés. Son sarcophage est fracassé. Sa tombe est pillée. Cette damnatio memoriae touche tous les membres de sa famille. Néfertiti, le vizir Haï et bien sûr son fils Toutankhamon. Son image est détruite. Horemheb veut effacer Toutankhamon de la mémoire des hommes. Mais alors,
Comment expliquer que son tombeau soit resté inviolé ? Je suis tenté de croire à la pitié de Remheb pour son ancien souverain, tout petit enfant à l'époque d'Akhénaton et dont le crime se réduit à sa seule filiation, en raison de son attachement intime pour ce garçon qu'il côtoyait depuis sa naissance, raconte l'égyptologue Dominique Farou. Toutankhamon peut ainsi reposer en paix. 3000 ans après, Howard Carter vient le réveiller. Mais en faisant cela, n'a-t-il pas déclenché la colère du pharaon ? Vous avez déjà entendu parler d'une certaine malédiction ? Peu de temps avant les fouilles fructueuses, Howard Carter achète un canari jaune. Cet oiseau, qui s'il est fidèle à sa réputation, devait lui assurer bonheur et fortune, était devenu la mascotte de l'équipe. Mais un matin, un cobra, animal sacré des pharaons, était sorti de nulle part pour avaler l'animal dans sa cage. Quel mauvais présage. Il n'en fallait pas plus pour que la presse fasse ses choux gras de cette malédiction. Les décès de l'équipe d'archéologues sont mis sur le dos de la momie en colère. On raconte même qu'au moment de la mort de Lord Carnarvon, le 5 avril 1923, une vaste coupure d'électricité a plongé le Caire dans le noir. Je ne dis pas qu'un esprit égyptien a tué Lord Carnarvon, je dis que c'est possible, commente Sir Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes. Toute la presse mentionne la vengeance de la momie. Dès 1923, Agatha Christie s'en inspire pour écrire l'aventure du tombeau égyptien. On ne compte pas depuis le nombre de romanciers et de cinéastes qui se sont emparés de cette histoire de malédiction. Mais si malédiction il y a, ne devrait-elle pas toucher le principal intéressé, celui qui a découvert le tombeau du pharaon et troublé ainsi son sommeil éternel ? En mars 1932, dans la vallée des Rois, les fouilles de la tombe KV62 sont enfin terminées. Que faire après ? Howard Carter, devenu l'archéologue le plus célèbre au monde, a une idée, trouver la tombe d'Alexandre le Grand. Mais il n'en aura pas le temps. Howard Carter meurt à l'âge de 64 ans, le 2 mars 1939, dans sa maison de Londres. Un lymphome l'emporte dans la tombe, 17 ans après l'ouverture du tombeau de Toutankhamon. Sa notoriété lui avait valu quelques critiques. Certains l'accusaient d'avoir gardé quelques souvenirs de sa trouvaille, notamment un repose-tête en verre couvert d'inscriptions. Howard Carter avait toujours nié en bloc, mais après sa mort, on a découvert chez lui plusieurs objets issus du trésor de Toutankhamon. L'égyptologue, bien que bourré de principes, n'avait pas pu résister. La tentation était trop grande. Europe 1, historiquement vôtre. Florence Quentin, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Dans le monde de l'égyptologie, Carter, non exempt de critiques, dont on vient de le voir, reste-t-il aujourd'hui un personnage controversé ou est-ce qu'il a regagné la confiance de tous, selon vous ? Il a une approche du terrain qui est singulière, et puis il y avait ce caractère bouillant qui ne lui a pas valu que des amis, et puis ses méthodes sont parfois critiquées encore aujourd'hui par les archéologues. Il a commis des erreurs impardonnables aujourd'hui. Il a prélevé des objets dans la tombe pour son propre compte. Il a manipulé la momie, fait manipuler la momie par un légiste sans grand soin. Et puis surtout, il n'a pas livré la publication scientifique que l'on attendait d'un grand égyptologue, surtout pour une telle découverte. Mais c'est difficile de ne pas afficher du respect pour cet homme qui était si polyvalent, archéologue, peintre, dessinateur, et très scrupuleux. Il a aussi protégé les monuments qui avaient été excavés en Égypte. C'est un mélange d'homme de principe, un pragmatique, mais je pense que c'est surtout le dernier aventurier archéologue d'une époque qui est révolue. Il nous a permis d'incarner un rêve qui était impossible. Florence Quentin, on va repartir un siècle en arrière pour comprendre ce qui met Howard Carter et son mécène, Lord Carnarvon, sur les traces de Toutankhamon. Bien avant la découverte des marches, quels indices les mettent sur la piste de ce pharaon qui est complètement oublié à l'époque? Oui, il est totalement oublié. Il a été victime d'une damnation mémorielle. On a effacé ses traces des listes royales. Et en 1905, tout de même, dans la vallée des Rois, le mécène archéologue Theodore Davis fait des fouilles
Carter travaille avec lui et ils mettent au jour une coupe en faïence bleue, un coffre qui abrite des feuilles d'or, des poteries, des colliers floraux, des châles en lin et tout un matériel d'embaumement qui avait été utilisé pour la cérémonie funéraire. Et puis on se rend compte qu'il s'agit d'un matériel d'embaumement d'un roi oublié, Toutankhamon, comme on atteste des sceaux qui portent son cartouche. Et on va voir que dans ses notes que Carter finalement va être à la recherche de Toutankhamon, comme si Toutankhamon voulait être découvert par lui. Et en dépit des mises en garde qui affirment qu'il n'y a plus rien à découvrir sur ce site qui a été largement sondé, eh bien Carter et Carnarvon vont se lancer sur la piste de cette tombe. Le 26 novembre 1922, quand Howard Carter et ses compagnons pénètrent dans le tombeau pour la toute première fois, ils réalisent qu'ils ne sont pas les premiers visiteurs des lieux. Il y a eu des pillages. Alors il y a eu certainement 2 vagues de pillage dans la tombe, on a pu les évaluer à peu près, et puis Carter va avoir très très peur, enfin il va être très touché quand il va voir le premier mur au bas des escaliers, ce fameux mur, il va voir tout de suite qu'il y a des traces d'effraction. Dans l'Antiquité, il y a 2 ouvertures qui ont été refermées avec du plâtre, de nouveaux sceaux ont été apposés, cela fait craindre le pire à Carter et à Callender, son adjoint. Il va abattre cette première porte, ils vont faire dégager le petit couloir en pente, mais il y a beaucoup de gravats avec des fragments d'objets, des pointes de flèches, des cosmétiques, des perles, des vases, des jarres. Il s'assombrit, il se dit que la tombe ne peut pas être intacte, elle a été visitée. Les voleurs ont été dérangés au cours de l'effraction, ils ont abandonné des objets, et puis on va progresser lentement, on va arriver devant une deuxième porte, qui mentionne enfin le nom de Toutankhamon, et là encore il y a un trou qui a été fait par les voleurs, rebouché dans l'Antiquité. Et on pense que les pilleurs connaissaient parfaitement la tombe, soit ils avaient participé à l'inhumation du roi, soit à la construction de la tombe. Et Carter va, dans un roman policier, il va déceler des traces de pas, les traces de pas des pilleurs, et même des traces d'empreintes digitales dans les vases à onguents. Et on évalue à 350 litres de ces produits extrêmement coûteux, ces parfums, ces onguents, qui ont été dérobés, et 60% des bijoux du roi qui ont été volés dans l'Antiquité. Cela dit, quand on voit tout ce qu'on a trouvé dans la tombe, on se dit qu'ils n'ont pas emmené, je ne sais pas ce qu'ils ont emmené, mais c'était pas l'essentiel, non? Je pense qu'ils ont amené des statues en or massif et une série d'objets et de bijoux extrêmement précieux. Cette première visite dans le tombeau de Toutankhamon est illicite. Elle n'a pas été déclarée aux autorités égyptiennes. Un mot justement sur les rapports qu'entretenait Carter avec les autorités locales. C'était parfois houleux, non? Carter a un caractère de chien, c'est un homme qui est atrabilaire, qui est misanthrope, et puis effectivement il va livrer une version officielle de la découverte. Il dit qu'ils se sont contentés d'un regard, qu'ils ont refermé l'ouverture après avoir regardé à l'intérieur et qu'ils sont repartis. Mais aujourd'hui on a des documents qui prouvent que le trou a été suffisamment agrandi pour que Carter, Callender, Carnarvon et Lady Evelyn sont tous entrés dans l'antichambre et ils sont entrés donc ils ont vérifié, ils ont été stupéfaits devant tous ces objets et Carter lui était un peu obsédé par l'idée d'une chambre funéraire qui aurait été inviolée. Il n'a pas donc hésité à se glisser par une ouverture, il a décellé des blocs et il est resté pétrifié devant l'énorme chapelle en bois doré qu'il a découverte. Mais il est revenu, il a repris ses esprits, il savait que cette exploration était illicite, qu'il ne fallait pas attirer l'attention ni les foudres du service des antiquités avant la visite des autorités. Et il a même maquillé, on peut dire, il a maquillé son intrusion, il a déposé une grande corbeille en osier, une botte de roseau pour dissimuler le trou qu'il avait pratiqué. Florence Quentin, le 26 novembre 1922, donc, Howard Carter découvre un trésor fabuleux alors qu'il pénètre pour la toute première fois dans le tombeau de Toutankhamon. Ce sont des milliers d'objets entreposés dans 4 pièces. C'est un véritable garde-meuble doré. À l'issue de l'inventaire, 5398 objets sont précisément répertoriés.
Ce qui frappe, c'est que l'or abonde. Sa symbolique dans l'Égypte ancienne, c'était vraiment la vie éternelle. Qu'est-ce que ça représentait ? Alors dans la pensée égyptienne, l'or n'est rien de moins que la chair des dieux. Et ce métal renvoie à l'éclat du soleil. Donc le roi lui-même, qui est héritier de Ré, le dieu solaire, le démiurge qui a créé le monde, le roi est d'or, qui emprunte son éclat au soleil. Et l'or est un métal qui est inaltérable, qui est incorruptible. Et ainsi, si vous vous couvrez d'or, vous êtes indestructible. Ça assure votre éternité et ce divin métal apporte la vie éternelle aux défunts. Il est toujours jeune. Mais pourquoi un tel faste pour un pharaon qui n'a régné visiblement que 10 ans et qui est mort très jeune ? Alors, il faut aussi rappeler que c'est un pharaon qui n'est pas si mineur que ça. Il a beaucoup travaillé, œuvré à restaurer les temples que son père, Akhenaton, le pharaon monothéiste, avait complètement négligés. Donc, il a beaucoup travaillé pendant ces 10 ans. Et puis, il faut expliquer que tous les souverains égyptiens sont considérés comme des dieux vivants sur terre. Et rien n'est trop luxueux pour accompagner leur grand voyage dans l'au-delà. Des objets précieux, le mobilier, les bijoux, de la nourriture. On a trouvé aussi des vins raffinés, des grands crus qui avaient été inhumés avec lui. Et aussi les jeux qu'il avait aimés, les armes qu'il avait chéries. Et puis tout un ensemble très important, un ensemble rituel de chapelles et de statues divines. Dans la chambre funéraire, c'est un jeu de poupées russes qui attend Carter, puisque le sarcophage de Toutankhamon renferme 3 cercueils. À l'ouverture du dernier, on découvre la pièce la plus connue du trésor, qui est le masque funéraire du pharaon. Mais il semble que ce masque, comme d'autres objets exhumés de cette hypogée, était destiné à quelqu'un d'autre. Et oui, cela est assez surprenant. Au décès inattendu de Toutankhamon, il est mort très jeune, sans doute d'un accident. Eh bien, le personnel chargé de son inhumation s'est servi à la hâte dans le garde-meuble royal. Et on va prélever des objets, du mobilier, qui ont sans doute effectivement appartenu à divers personnages, dont Méritaton, sa sœur aînée, ou sa mère Néfertiti, si c'est bien sa mère. Et ceci dans une proportion très élevée. On parle aujourd'hui de 80% des artefacts du tombeau de Toutankhamon qui auraient appartenu à un autre ou à d'autres propriétaires, notamment le masque en or. Et jusqu'en 2015, tout convergeait vers une attribution de ce chef-d'œuvre d'orfèvrerie à Toutankhamon. C'est quand même une icône de l'Égypte ancienne, mais à la faveur de travaux de restauration, un égyptologue britannique, Nicholas Reeves, a observé très attentivement l'objet, et puis d'autres égyptologues français, et on s'est rendu compte que ce trésor inestimable aurait bien été usurpé au profit de Toutankhamon. Il aurait été conçu à l'origine pour une reine qui aurait sans doute régné 3 ans et qui l'aurait précédé sur le trône d'Égypte. Alors soit il s'agit de Néfertiti, qui serait peut-être sa mère, ou peut-être de la reine pharaon Méritaton, sa sœur aînée, ou peut-être de 2 de ses sœurs qui auraient pris le pouvoir pendant ces 3 ans. Et on s'est rendu compte surtout qu'à l'examen du cartouche royal, c'est son nom qui est protégé donc par ce cartouche, cette longue forme allongée, gravée à l'arrière du masque, eh bien ce cartouche recouvrerait un autre nom, dont les traces ont été effacées. Mais est-ce que ce masque avait donc été prévu à l'origine pour la reine pharaon et il aurait été ensuite adapté au visage du jeune Toutankhamon au moment de son décès, d'autant que les oreilles, qui étaient percées à l'origine, avaient été rebouchées par des opercules en or. Un mot sur les règles juridiques de partage des fouilles alors que Carter découvre le tombeau. Quelles sont-elles ? Et on le sait, parce que je l'ai raconté et vous l'avez confirmé, qu'il s'est allègrement servi dans le trésor. Oui, avec Carnavon, ils ont eu la tentation de se servir, je pense, dès l'origine, bien avant la tension qui va les opposer au directeur du service des Antiquités, qui est un Français, Pierre Lacot, et qui, en octobre 1922, déjà avait annoncé une nouvelle réglementation sur les trouvailles archéologiques. Et lorsque Carnavon, qui a financé les fouilles, il va être fou de rage, va apprendre que désormais, ce n'est plus le partage de 50-50, la moitié des objets va aux découvreurs et aux financeurs et la moitié à l'Égypte. Désormais,
tout ou partie des découvertes iront à l'Égypte. Donc Carnavon et Carter vont être effectivement très en colère, et Carter va défendre Carnavon à sa manière, toujours aussi peu diplomate. Il va encore une fois se mettre à dos le service des Antiquités. Et n'oublions pas aussi que depuis février 1922, l'Égypte s'est affranchie du protectorat britannique, et en quelque sorte cette tombe, cette découverte va être le symbole du nationalisme arabe et du pharaonisme. Les Égyptiens, revendiquer cette figure royale qui est issue de leur passé prestigieux. Aujourd'hui, toutes les pièces du trésor sont en Égypte, et c'est une question que je me pose. Et quant à la momie, elle est privée de son masque, elle repose dans le nouveau musée du Caire. Alors, toutes les pièces sont effectivement en Égypte. Pratiquement toutes, il y a encore quelques éléments qui sont dans les musées américains notamment, et elles seront exposées, nous l'espérons, pour la première fois dans leur quasi-intégralité dans ce grand musée égyptien au pied des pyramides dont on attend l'ouverture officielle. Et quant à sa momie, que j'ai vue il y a quelques jours dans sa tombe, et qui est très émouvante, elle est la seule à reposer encore, donc dans la vallée des rois, dans sa tombe, dans un caisson de verre. C'est donc une vision émouvante d'un petit corps noir qui est calciné par les onguents et qui est caché sous un drap blanc d'où émerge seulement sa tête et ses orteils. Pourquoi la momie de Toutankhamon ne rejoint pas toutes les momies royales dans le nouveau musée au pied des pyramides ? Bien, je pense que c'est un symbole parce qu'elle a été découverte in situ, alors que la plupart des momies ont été découvertes dans des cachettes qui ont été où elles ont été entreposées par des prêtres au premier millénaire avant notre ère. Et là, c'est finalement le seul tombeau royal qui a été découvert intact, et on l'a laissé dans sa tombe. Le tombeau de Toutankhamon a-t-il révélé tous ces mystères, ou il y a encore des choses à découvrir, Florence Quentin ? Eh bien, il y a une hypothèse qui est tout à fait séduisante, qui n'est vraiment pas partagée par tous les égyptologues. En 2015, l'égyptologue Nicholas Reeves, toujours lui, qui connaît bien les lieux, a émis l'hypothèse que cette tombe serait celle de Néfertiti. Toutankhamon est mort donc de manière subite, et Néfertiti, qui serait peut-être sa mère, aurait en quelque sorte partagé son tombeau, et il a montré que par une analyse thermographique infrarouge qu'il existerait une chambre inconnue et une annexe derrière le mur nord et ouest de la chambre funéraire de Toutankhamon. En somme, le jeune roi aurait pu partager sa demeure d'éternité, selon l'expression égyptienne, avec celle qui fut peut-être sa mère et qui dormirait encore derrière ses murs. Voilà de nouvelles fouilles en perspective. Merci beaucoup, Florence Quentin, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Howard Carter, le découvreur du tombeau de Toutankhamon. Je rappelle que votre livre, L'Égypte ancienne, est paru dans la collection Vérités et légendes des éditions Perrin. Et je précise que vous donnerez une conférence sur les grandes souveraines d'Égypte, Hatshepsut, Néfertiti et Néfertari, au Théâtre des Mathurins à Paris le 27 mai prochain à 19h30. Merci beaucoup. Merci. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.